Vivre pauvre, c'est sans doute aussi une expérience de rapport de pouvoir très inégal avec la puissance publique, avec les institutions, avec les services sociaux et avec les professionnels. Et là, je trouve cette phrase admirable. Là encore, c'est une personne qui nous l'a dit un jour en formation. Être pauvre, c'est dire oui quand on pense non. Alors, ça nous fait réviser la question du contrat, hein, qui est un maître mot dans nos métiers. Il y avait une dame, une fois pour le contrat, on faisait du théâtre forum, et elle avait dit, mais là, alors on fait plusieurs scènes de théâtre forum pour travailler avec les professionnels et les plus pauvres, pour essayer de comprendre une situation, mais là, au lieu d'en discuter, on la jouait en théâtre forum, théâtre de l'opprimé, et elle dit, cette scène-là, il faut qu'on l'appelle « signez-la ». Parce que c'était le moment où deux professionnels voulaient recueillir l'adhésion de la personne, et c'était pas accusatoire contre les professionnels, mais on voyait comment quelque chose se retournait de l'intention, et que la personne vivait comme un chantage, hein, et finalement, à la fin, la personne signe là, donc elle a dit oui, mais elle pense non, mais elle peut pas dire, elle peut pas... Alors ça pose toute la question, après, on n'aura pas le temps de faire des préconisations, mais évidemment ça ouvre toute la question de l'importance de la contradiction, hein, et du statut qu'on donne à la contradiction, donc à l'expression d'un non, d'un ça va pas, voire d'une expression qui arrive en rang serré dans nos services. Qu'est-ce qu'on fait de ça, hein. Donc l'expérience de rapport de pouvoir inégal. Un autre exemple à partir de la loi 2002, un des outils de la loi, c'est la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Il y a un déni de droits que nous accomplissons tous, je dis un nous global pour toutes les institutions, pour que tout le monde en prenne pour son grade, et un déni de droits régulier sur l'article 4 de cette charte des droits et libertés de la personne accueillie, c'est le droit à être accompagné de la personne de son choix. Ce que me racontent les plus pauvres qui ont essayé de mettre en place l'application de la loi, c'est qu'on ait conduit la personne, je viens pour ma situation accompagné d'un ami, d'un voisin, et il y a un rapport de contre-pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi j'avais des choses à dire à cette personne, etc. Et il y a beaucoup d'arguments qui sont déployés du genre mais vous n'êtes pas assez grand pour venir tout seul, et puis ce monsieur-là n'est pas de votre famille, au nom du secret professionnel je pourrais pas dire des choses parce que monsieur va entendre, etc. Enfin vous voyez comment on peut habiller après avec beaucoup d'éléments quelque chose qui en fait faut accepter de voir qu'on est pris là par la question du pouvoir. Et on a peur d'avoir un contre-pouvoir. Alors que c'est si simple, on le sait pour nous, hein, si on va à l'hôpital et qu'on a des annonces pas très drôles à faire sur des radios ou des comptes rendus d'examen, c'est sans doute mieux d'être accompagné d'un ami, d'un frère ou d'une compagne, parce que nous, on est tellement pris par la panique qu'on ne sait pas du tout ce que le cancérologue il a dit, et que c'est la personne à côté qui va dire « mais non, il n'a pas dit ça, attends, etc. » Parce que nous, on est complètement pris par notre situation. Là, il y a quelque chose. Ce qu'on peut comprendre pour nous dans ces situations-là, on a beaucoup plus de mal à le comprendre. Et donc, il y a un déni de droit à cet endroit-là. Hein. Christine Abel-Sébert, alors là, c'est Maurice Titran, mais je pense que j'ai... Ah ben non, c'est pas Christine Abel-Sébert. Si, mais j'ai lu trop de citations. Maurice Titran, qui est un pédiatre pour qui j'ai beaucoup d'admiration, disparu il y a quelques années, avait écrit un bouquin sur les vies de famille le travail qu'il faisait auprès des plus pauvres avec Thérèse Potekov. Il disait souvent nous leur demandons des choses que nous ne ferions jamais nous-mêmes. Pourquoi imposer à quelqu'un ce que je pourrais pas, moi, supporter dans ma propre liberté? Et puis j'ai cité le travail excellent aussi d'une collègue, Christine Bonnefoy, qui travaille aujourd'hui au foyer départemental de l'enfance en Savoie. C'est téléchargeable sur Internet, un peu son travail, où elle réfléchit à l'exercice du pouvoir entre parents et professionnels dans le cadre de la protection de l'enfance. Étude des conditions d'exercice du pouvoir. Entre contraintes et négociations, quelle place donne-t-on au conflit? Et Christine Abel-Sébert, oui voilà, je retrouve ce que je voulais dire, dans ce bouquin « Pourquoi on nous a séparés », dit à un moment donné qu'elle a rencontré des parents pris dans des spirales infernales. Là encore, l'intention des travailleurs sociaux est absolument pas à mettre en question. C'est des effets institutionnels dans lesquels on est pris à notre corps défendant. Elle dit que ses parents se retrouvent dans une spirale infernale face à des impasses, dans un tunnel dont on ne voit jamais le bout, tant les attentes qui sont formulées à leur égard sont exigeantes, voire contradictoires, au risque de rendre fou l'autre, celui auquel elles sont adressées. Et là, j'ai pensé, évidemment, en la lisant, encore à un bouquin de 1977, hein, c'était l'année de la grande critique sociale,
l'effort pour rendre l'autre fou du psychiatre et psychanalyste américain Harold Searle, qui est extrêmement intéressant. Rendre l'autre fou, dit-il, est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse pas exister pour son compte, penser, désirer en se souvenant lui-même et de ce qui lui revient en propre. Voilà, il y a quelque chose de cette dépossession-là qui peut être à l'œuvre si on n'y prend pas garde. Et on sait le dénoncer tout à fait en tant que salarié, dans des rapports de harcèlement ou dans des rapports de demande institutionnelle complètement délirantes, d'injonctions contradictoires. Et là, personne ne va méconnaître cet effort pour rendre l'autre fou. Il faut alors l'entendre aussi à l'endroit des personnes exclues dans le rapport qu'elles ont aux institutions. Sinon, il ne faut pas l'entendre non plus pour la question de l'emprise dans le cadre de la violence conjugale ou pour la question des effets psychologiques sur quelqu'un d'un harcèlement au travail. Voilà, je vais passer pour le reste parce que sinon on va être trop long. Voilà, rapport du défenseur des enfants qui disait ça à sa façon aussi en 2004. Certains, je lis que ce qui est en violet, certains parents se sentent désemparés, seuls, sans droit, impuissants, humiliés. C'est le défenseur des enfants qui le dit en 2004 sur les questions d'assistance éducative. Voilà. Et ça marche plus. Si, ça y est, c'est bon. L'effacement, alors, j'ai passé trop de choses là, non? Excusez-moi. Hop, voilà.